Bonjour à tous. Donc, nous avons été sollicités par le groupe ERVMA pour vous parler aujourd'hui des plaies et de la cicatrisation chez la personne âgée. Donc, nous déclarons déjà que nous n'avons pas de... On n'a pas la main sur le... Donc, on commence déjà par déclarer que l'on n'a pas de conflit d'intérêt. La présentation de l'équipe, donc on est une équipe de 2 infirmières sur l'équipe mobile plaies et cicatrisation du CHU. Nous avons avec nous dans l'équipe un médecin référent et une cadre de santé. Donc on intervient sur les services du CHU pour apporter une expertise et une aide dans la prise en charge de patients porteurs de plaies chroniques. On fait également des déplacements extra-CHU dans le cadre de conventions pour soit des avis ou alors pour partager via des formations. On fait également des formations intra et extra CHU dans les IFSI, les IFAS, etc. Donc, on va aborder 3 sujets principalement. On va commencer par donner des infos sur le vieillissement cutané. On abordera ensuite les gestes de prévention. Et puis, nous finirons avec un échantillonnage. Un échantillonnage, c'est bien dit. Des plaies que l'on retrouve chez le sujet âgé. Donc, pour rappel, le traitement d'une plaie consiste toujours à traiter la cause de la plaie, que ce soit chez la personne âgée ou chez l'adulte jeune. C'est vraiment le principe de base. Il faut bien savoir qu'à lui seul, le pansement ne permettra pas la cicatrisation. La particularité de la personne âgée, ce sont les comorbidités qui sont à prendre en compte dans la prise en charge de cette plaie, ainsi que la douleur. Mais ça, la douleur, on va la retrouver chez tous les patients. Et la prise en charge douleur est adaptée lors de la réalisation du soin, mais aussi pendant les 24 heures de notre patient. Donc, on part sur le vieillissement cutané. Donc, on voit bien, on a 2 schémas, un sur la peau jeune, l'autre sur la peau mature. Donc, les principales différences. Donc, sur une peau mature, environ à partir de 50 ans, on a l'apparition de rides. On voit bien que l'épiderme diminue en épaisseur, que les fibres de collagène que vous voyez en marron sont quand même beaucoup plus fines. Et on retrouve une perte en élastine et en acide hyaluronique. Donc, le vieillissement cutané. Premier élément, la sécheresse cutanée. Donc, c'est l'hydratation de la couche cornée qui se modifie et qui entraîne un déclin de la fonction barrière de la peau. On a donc une diminution des perceptions sensorielles. Un prurite peut également apparaître et peut être aussi à l'origine de lésions cutanées. On a également donc une diminution de l'épaisseur cutanée. Tous les 10 ans, on perd 7% de l'épaisseur de notre peau. Je vous l'ai dit auparavant, on a une diminution de l'élasticité de la peau due à une atrophie du derme. Donc, ça engendre un risque de plaie qui est majoré, notamment aux étirements ou vis-à-vis des traumatismes. On a une diminution également du nombre de fibroblastes. Et les fibroblastes, ce sont les cellules qui sont à l'initiative du bourgeonnement, ce qui engendre de facto un retard dans la cicatrisation chez la personne âgée. Donc, dans un premier temps, on s'est posé la question de la prévention du risque des lésions cutanées. Et l'élément essentiel qu'on a retrouvé là par rapport au vieillissement de la peau, c'est la sécheresse cutanée. Donc, notre premier élément, ça va être de prévenir la sécheresse cutanée. Donc, on a fait quelque chose de très pratico-pratique. J'espère que ça répond un peu aux questions que vous vous posiez. En tout cas, pour la toilette, il est maintenant vraiment recommandé de ne pas utiliser du tout de savon Marseille, qui sont des savons extrêmement asséchants, d'utiliser le moins possible des produits parfumés parce qu'on a un risque d'eczéma important avec ces produits parfumés. Les produits qu'on va retrouver, alors là, on vous fait une présentation que de produits de parapharmacie, de dermocosméto, certes. Il en existe dans les supermarchés, mais ne les connaissant pas, on n'a pas voulu vous les proposer. Il faut savoir que les flacons pompe, par exemple, qu'on vous présente, sont sur des coûts entre 10 et 15 € sur le litre, avec une utilisation qui est quand même de longue durée. Donc, un lavage plutôt avec une huile lavante qui va permettre d'être beaucoup moins agressif au niveau de l'épiderme. Il n'est
pas recommandé d'appliquer de produits alcoolisés à même la peau. Alors, je pense souvent l'été, par exemple, aux patients qui souhaitent qu'on leur mette de l'eau de toilette dans le dos ou, alors nous, sur l'hôpital, on a de l'alcool à de lavande, des choses parfumées pour rafraîchir. Ça, ce sont des produits extrêmement asséchants qui sont déconseillés. Donc, c'est moi. Laisse tomber la neige. L'hydratation de la peau va se faire avec un émollient. Alors, le choix de l'émollient, il va se faire en fonction de l'état de sécheresse de la peau. Celui qui est le plus connu et qu'on retrouve le plus souvent, c'est le Dexéryl. Il faut savoir que le Dexéryl est très intéressant, certes d'une part parce qu'il a une prise en charge sécurité sociale, c'est non négligeable, mais malheureusement, il n'a pas une efficacité sur de la longue durée, ni une efficacité très importante sur une sécheresse importante. On va plutôt privilégier, quand on a une peau sèche à très sèche, une fois encore des produits de dermocosméto, mais qui vont, pareil, avoir un coût qui est aux alentours de 10 à 15 euros sur des flacons qui peuvent être des flacons pompes qui ont une durée d'utilisation intéressante. Donc, le Xémose de chez Uriage ou le Lipicard de La Roche-Posay, Aquaphor de chez Eucérin, qui est vraiment là une crème très grasse et qui peut être très intéressante sur des zones extrêmement sèches. Atoderm de chez Bioderma aussi. Ce sont des produits qu'on va appliquer une fois par jour sur une peau propre et sèche. Donc moi maintenant, je vais aborder la prévention des traumatismes. Donc on a décidé de classer les traumatismes en plusieurs catégories. Donc tout d'abord, les traumatismes liés au matériel. Il est vrai que je pense que ça nous est arrivé à tous de positionner un patient dans son lit un peu trop près des barrières, de ne pas faire attention à son bon positionnement. Du coup, il existe des coussins d'aide au positionnement en fibre creuse ou en microbille, ou également des protèges barrières qui peuvent justement limiter les points d'appui quand le patient se mobilise tout seul ou bien va se blottir contre une barrière. En ce qui concerne les patients qui sont levés avec un lève-personne, il y a forcément l'utilisation d'un hamac. Je ne sais pas si vous l'avez testé personnellement, mais c'est vrai que quand on est saisi par le hamac, on a un gros cisaillement qui vient sur l'arrière des cuisses. Donc sur les peaux fragiles, c'est vraiment à prendre en considération, quitte à mettre un drap, un tissu pour éviter que ce soit la peau qui soit étirée. Et puis, je reviens sur le hamac. Une fois qu'on a levé le patient avec le lève-personne, on pense au risque d'escarre et pour éviter un point d'appui supplémentaire, si possible, c'est préférable de le retirer une fois que le patient est installé sur son fauteuil. Les petits traumatismes peuvent vite arriver, notamment quand on veut faire un transfert lit-fauteuil du patient. Donc, on relève le lit pour le mettre en position haute, on se positionne devant lui pour pouvoir faire le pivot vers le fauteuil. Et ce qui peut arriver, c'est sans que ce soit volontaire, mais de blesser le patient avec la coudoir du fauteuil qui est resté en position haute. Donc, sur beaucoup de fauteuils en milieu hospitalier, il est possible d'abaisser la coudoir pour faciliter le transfert et éviter l'hématome le plus. On verra plus tard. En ce qui concerne les soins infirmiers, quand on vient positionner un garrot chez quelqu'un qui a la peau très fragile, c'est pour être le moins délétère possible, si c'est possible, de le positionner sur le vêtement plutôt qu'à même la peau. On limitera les lacérations. De même, lorsqu'on a besoin de retirer un pansement adhésif d'une perfusion sous-cutanée ou d'une perfusion IV, peu importe, mais en général, on est sur des pansements adhésifs très, très adhésifs. Donc, il y a une façon de pouvoir les retirer sans faire trop de dommages. Au lieu de l'arracher classiquement, il faut bien l'étirer de façon horizontale pour qu'il puisse se décoller sans faire trop de dégâts. Après, nous, en tant que soignants, on peut être malheureusement pourvoyeurs de traumatismes sans forcément le vouloir, donc privilégier les ongles courts, éviter le port de bijoux qui pourraient venir blesser le patient. Et
On n'attrape pas le patient quand on veut le transférer ou l'accompagner. Vraiment, on l'accompagne avec une main dans le dos. On ne l'attrape pas par les bras, sauf s'il y a un cas de chute et qu'il faut le retenir. Mais il faut vraiment l'accompagner avec une main dans le dos ou alors on l'attrape par les vêtements. Et éviter l'appréhension au niveau des bras. Merci. Et pour finir, les traumatismes liés aux dispositifs médicaux. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on va mettre en fonction de la peau que l'on a devant nous. C'est important de tenir compte de la qualité de la peau en télévisionnel. Par contre, attention, on n'a pas la même peau que ce soit sur les bras, sur les fesses ou sur les jambes. Donc, en fonction de l'état cutané, c'est vraiment à réadapter en toutes circonstances. On évite les pansements avec de la colle type pansement sec comme Cicaplay, Cosmopore, il y a d'autres marques. Les fixations très collantes type Mefix, les hydrocolloïdes comme Fil, Duoderm, ce sont des pansements avec de la colle et c'est très délétère au vôtre. Un petit bémol sur les pansements border siliconés, ce sont de faux amis, ils nous paraissent bien parce que adhésion siliconée. Mais tous les silicones ne se valent pas. Il existe plusieurs qualités de silicone. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment à réadapter. Hein. Peut-être qu'un pansement border siliconé pourrait être positionné sur une fesse ou un sacrum et pas sur un bras ou une jambe. C'est vraiment à réévaluer. Et chez les sujets âgés avec une peau très fragile, c'est quand même bien de privilégier tout ce qui n'est pas adhésif. Donc, les maintiens de pansement par bandage tubulaire ou la bande de crêpe. On vous a mis sur la diapo d'après des photos, donc, les bandes de crêpe sur la gauche et les bandages tubulaires à droite, avec différentes couleurs en fonction de la largeur. Il y a une question. Oui. C'est l'EHPAD Armand Cardeux qui demande que proposez-vous comme pansement sec alors? Eh bien, on n'en met pas de pansement sec. Pas de pansement sec. Non, il faut voir quelle est l'indication. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre un pansement sec? Alors, quand on est très riche et qu'on a beaucoup de chance, par exemple, après une prise de sang, il existe maintenant des sparadraps siliconés qui sont d'extrêmement bonne qualité, mais qui sont malheureusement, pour l'instant, qui ont malheureusement un coût important pour l'instant. Après, il faut réfléchir pourquoi on veut mettre un pansement sec. Ils ont une localisation, enfin une indication particulière? Je ne sais pas. J'ai ouvert le micro pour l'EHPAD Armand Cardeux, si vous voulez préciser votre question ou si on continue. Bon, bah, visiblement, c'est bon. En tout cas, vous êtes en mesure de poser des questions là dans questions et réponses ou dans le chat si vous préférez. Oui. Oui. C'était quelle Vous entendez? question? Oui. Vas-y. En fait, dans le cas d'une toute petite plaie qui saigne, enfin rien de majeur, justement, c'est dans ce cadre-là où on a tendance à mettre un pansement sec. Ouais. Alors, plutôt la bande de crêpe. Hein. Ouais. D'accord. Bon, alors, très bien, merci. Merci. Tout ce qui va être adhésif est vraiment extrêmement délétère. Sur le marché, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait le marché de la personne âgée est quand même un marché très porteur. Donc, les laboratoires de pansement sont en train de travailler dessus. Et par exemple, Hartmann a sorti un pansement type Cicaplay, mais avec un tour en silicone. Donc, mais bien sûr, ils ont un coût supérieur à un Cicaplay classique. Donc, ça reste toujours le problème. Tout ce qui est silicone, de toute façon, sera malheureusement plus cher. Donc là, on s'est dit qu'en termes de prévention, c'était vraiment les deux axes qui nous semblaient importants. C'était la sécheresse cutanée et éviter le traumatisme. C'est vraiment les deux axes chez la personne âgée qui sont importants. Maintenant, on a essayé de réfléchir aux plaies les plus fréquentes qu'on pouvait retrouver chez la personne âgée. Alors, un point essentiel, certes, c'est pour tous les patients, mais on sait bien qu'une personne âgée échappe encore plus à la vaccination antitétanique, ça va aller mieux comme ça, puisque tant qu'on est actif, on est à peu près géré par la médecine du travail. Une fois qu'on est plus dans la gamme des actifs, on va se retrouver sans surveillance de la vaccination. Donc,
tout patient porteur de plaie, on doit contrôler sa vaccination antitétanique. Donc là, dans un premier temps, on va vous parler des objectifs thérapeutiques, puis des différentes plaies auxquelles nous avons pensé. Donc l'objectif thérapeutique, ça c'est notre dada, il nous est impossible de travailler sans cet élément-là parce que la manière dont on veut absolument travailler, c'est de faire des soins qui soient en corrélation avec l'objectif de vie de notre patient et ne pas faire des soins qui lui seraient délétères. Donc, pour établir cet objectif de soin, il est primordial de tenir compte du patient dans sa globalité, c'est-à-dire ses antécédents, mais aussi ses pathologies actuelles et ses capacités. Il est indispensable pour tous les patients de se questionner en équipe pluridisciplinaire, ce n'est pas une seule personne qui va décider de l'objectif thérapeutique, de poser cet objectif thérapeutique et surtout de le tracer. Et tous les intervenants doivent avoir le même discours, un discours commun pour qu'on ait une cohérence dans la prise en charge et pour pouvoir établir une relation de confiance avec le patient et aussi son entourage. Alors, en termes de pansement, c'est hyper important parce que si on n'a pas cet objectif thérapeutique, on se retrouve à avoir un turnover de dispositifs médicaux qui n'ont aucun intérêt, ni pour le patient, ni pour le soignant, ni pour la pharmacie d'ailleurs. Donc, cet objectif thérapeutique, il peut être ou curatif, on va avoir un objectif de cicatrisation, ou palliatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut juste dire qu'en tête, on n'a pas obligatoirement un objectif de cicatrisation. Parce que malheureusement, les éléments qui doivent intervenir pour la cicatrisation ne peuvent pas être mis en place. Donc, dans ces cas-là, on sera dans la maîtrise d'une ou plusieurs symptomatologies qui seront la maîtrise du risque infectieux ou des odeurs ou des exsudats ou du risque hémorragique, voilà, ou de la douleur. Voilà, ce sont tous les éléments qui vont intervenir. Donc, voilà pour l'objectif thérapeutique. Et donc, c'est ce que Christine vous disait, on a décidé de faire des zooms sur les pathologies qui nous semblaient les plus importantes. Donc, la première, c'est le zoom sur la lacération. Donc, vous avez deux photos sur le document. Donc, la lacération, c'est quoi? C'est une lésion traumatique qui résulte d'une déchirure de la peau jusqu'au tissu sous-cutané. Donc, il y a des facteurs... Pardon. Il y a des facteurs de risque donc, à malheureusement avoir des lacérations. Donc, un âge avancé, les patients qui sont insuffisants rénaux ou alors sous traitement par corticoïdes et anticoagulants sont plus à même de faire ce genre de plaies. L'exposition au soleil donc, fragilise la peau et favorise aussi les lacérations. En prévention, donc, on revient sur ce qu'on a dit précédemment, donc éviter les traumatismes et lutter contre la sécheresse cutanée. Donc, que faire quand on a une lacération? Donc, on commence déjà par nettoyer la plaie au sérum physiologique. Si la lacération est récente, ça veut dire qu'en général, il y a un petit bout de peau qui s'est replié dans un coin qu'il va falloir repositionner. On peut le repositionner si le trauma est récent, si on est en dessous d'1 heure. Donc, on déplie le petit lambeau de peau qui s'est retroussé quelque part, on remet sur la plaie pour que ça puisse se greffer dans le futur. Si la lacération est supérieure à 1 heure, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de garder le lambeau de peau, il faut le découper. Donc, on préconise un pansement gras avec des compresses et un maintien par bande de crêpe. Il existe aussi un pansement qui s'appelle Hydrotax transparent, c'est une plaque de gel. C'est un pansement primaire, mais qui n'est pas bordé, et donc il faut le maintenir avec une compresse et l'accompagner d'une bande de crêpe pour un bon maintien pour qu'il reste en place. Si la lacération apparaît sur les membres inférieurs, on peut se poser la question avec le corps médical de poser une compression. Ça pourra toujours aider pour obtenir une cicatrisation. Autre plaie qui n'en est pas une, c'est le purpura de Batman. Donc, ce sont des lésions purpuriques qui apparaissent spontanément ou à l'occasion de traumatismes minimes. C'est vraiment la pathologie de la personne âgée. Elle apparaît souvent au niveau des mains et des avant-bras. Clairement, normalement, sur un purpura de Batman, il n'y a pas de brèche cutanée. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de traitement particulier à faire et donc pas de pansement. On retrouve de manière régulière des hydrocellulaires positionnés sur ce type de lésion cutanée.
qui n'ont pas de lésions cutanées, mais du coup, ça ne sert à rien. Ça n'améliorera pas la situation. La prévention, c'est d'éviter les traumatismes et de lutter contre la sécheresse cutanée. On va dire ça pendant toutes les diapos. Ouais. Autre grand classique, c'est la dermite associée à l'incontinence. Alors, c'est quoi? C'est une inflammation cutanée qui est l'équivalent de l'érythème fœcier chez le nourrisson. Elle est due à un contact prolongé avec les urines ou avec des selles. Elle entraîne une sensation de brûlure très inconfortable chez les patients. Et l'érythème peut même être accompagné d'érosion cutanée superficielle. Les facteurs de risque, bien, ce sont les épisodes de diarrhée, la fragilité cutanée, l'incontinence chez un patient qui va avoir des troubles cognitifs et qui ne sera pas en capacité de dire qu'il est ou dans les selles ou dans les urines, la dépendance dans les soins d'hygiène et aussi certains médicaments qui vont aggraver le risque de diarrhée comme la colchicine, la metformine en début de traitement et puis les antibiotiques, bien sûr. Que faire? Alors, en prévention, ce sont des soins d'hygiène, d'échanges réguliers, utiliser un savon neutre ou une huile lavante, puisque si vous asséchez la peau qui risque d'être fragilisée, on va augmenter le risque de lésion cutanée. On peut utiliser un liniment pour le soin d'hygiène. Il va déposer un film lipidique qui va protéger la peau et qui va déjà faire une espèce d'interface entre la peau et le risque, enfin, les selles ou les urines. On peut appliquer aussi une barrière hydrolipidique en couche fine. Alors, Aquaphor en fait partie, mais Convine est aussi un produit de ce type dans les crèmes dermocosmétiques. Tous les laboratoires en proposent aussi. Et puis, on va essayer de gérer l'incontinence. Alors, c'est défoncer les portes ouvertes, hein, mais voilà, le traitement de la plaie, le traitement de la cause. Donc, ça veut bien dire que si vous n'arrivez pas à maîtriser l'incontinence, votre possibilité de maîtriser cette dermite est quand même extrêmement compliquée. Quand la dermite est présente, on va gérer la douleur. C'est extrêmement douloureux. À type de brûlure, c'est vraiment très, très inconfortable pour le patient. On va faire des soins d'hygiène avec de l'eau tiède parce que c'est moins agressif en termes de douleur. On va gérer l'incontinence si on peut. Donc, ça peut être un étui pénien, une sonde vésicale. On mettra toujours le bénéfice-risque en équilibre. Et de la même manière, pour l'incontinence fécale, on mettra le bénéfice-risque en équilibre avec un collecteur fécal. Ça peut aller jusqu'au bouchon anal, à une modification du régime alimentaire du patient et des traitements médicamenteux. En termes de traitement local, actuellement, le protocole sur le CHU, c'est le mélange biafine-questran, qui était au départ utilisé par les collègues stomathérapeutes et qui a glissé ensuite sur ce type de lésion cutanée. Et donc, on mélange 2 sachets de questran dans 50 grammes de biafine. L'objectif, c'est de faire une biafine beaucoup plus épaisse et d'appliquer ce mélange en couche épaisse. On peut être amené à mettre un hydrocellulaire border, mais en grande taille, pour bien dépasser la lésion, les lésions, ou en mettant 2 en fonction de la localisation. Il y avait juste une question qui était: quelle est la place du talc? Alors, le talc n'a pas d'intérêt. Alors, ça dépend. Si vous êtes, en prévention, ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est plus intéressant de mettre un film lipidique qui va protéger la peau et vraiment faire un écran, alors que votre talc, avec l'humidité, que ce soit celle des urines ou celle des selles, ça va donner une espèce de truc grain-clé qui va rien protéger. Et puis, en termes de traitement, ça n'a pas d'intérêt non plus. Ça ne va pas faire ce film de protection. Donc, non. Et bah, du coup, si ça vous va, je vous ai donné la parole aussi, là, le cours séjour qui avait posé la question sur le talc, si vous voulez préciser votre question, mais sinon, on peut enchaîner. Ok, merci. Donc, c'est bon. Bon. Alors, il y a souvent deux plaies deux lésions cutanées qui sont confondues. C'est du coup celle qu'on vient de voir, qui est la dermite associée à l'incontinence,
et la mycose. Alors, c'est très simple pour ne pas les confondre, c'est la localisation. Les mycoses, c'est une infection superficielle de la peau due à des champignons et elles sont dans des plis. Alors que si vous pourrez retourner voir la photo, on peut peut-être y retourner, voilà, la photo de la dermite associée à l'incontinence, on n'est pas dans des plis, on est vraiment sur la zone d'appui et de contact avec les liquides, que ce soit urinaire ou fécal. Une autre question Ouais. de l'EHPAD Armand Cardeux. Je ne sais pas s'il parle de la diapo d'avant, mais il demandait est-ce qu'on peut envisager de laisser à l'air. Vous avez le micro aussi dans un second temps si vous voulez préciser votre question. Alors, laisser à l'air, oui, non, parce que dans le principe de cicatrisation, on n'en a pas parlé, mais les principes de cicat, c'est maîtrise du milieu humide, ni trop humide, ni trop sec. Donc, on sait que c'est mieux de mettre ce film lipidique que de le laisser à l'air, où ça va entraîner un assèchement cutané et un inconfort en général pour les patients. Merci. Donc, la mycose, elle, c'est une infection aux champignons. Le traitement, c'est un traitement médicamenteux, c'est un traitement antifongique sur prescription médicale. Il doit être fait pendant 21 jours. Alors ça, c'est le point sur lequel il faut être très, très précis parce que souvent, les soignants, dès que ça va mieux, on arrête le traitement alors que il faut absolument aller au bout des 21 jours. Et puis, il faut être très attentif aux médicaments qui ont été prescrits parce que certains sont en une application et d'autres en 2 applications. Par exemple, l'éconazole est en 2 applications alors que le Fonx est en 1 application. En prévention de la mycose, ce sera un séchage minutieux des plis cutanés et des espaces interdigitaux. Il faut savoir que la compression, les bas de compression, les chaussettes de compression favorisent la mycose interorteil. Donc ça fait partie des réflexes à avoir en tant que soignant. Donc, on va aborder également l'hématome. Donc, on est parti sur l'hématome disséquant. C'est la conséquence d'un saignement suite à un traumatisme. Donc, c'est un hématome qui se loge et qui va s'étendre sous les plans sous-cutanés. Donc, le mécanisme, le saignement va priver la peau donc, de la vascularisation, ce qui va entraîner une nécrose, on le voit bien sur la deuxième photo, une nécrose du toit de l'hématome. En général, l'hématome se constitue rapidement et il peut être très volumineux. Bien sûr, les patients qui sont sous anticoagulants sont plus à risque de développer ce genre de lésions. En prévention, donc on revient sur les mêmes choses, éviter les traumatismes et il faut que l'équipe médicale ait un œil sur l'équilibre des traitements anticoagulants. Pour le traitement, donc, quand on voit ce genre de plaie, ce qu'il faut faire, c'est commencer par découper le toit de nécrose ou le toit de l'hématome. Si on enlève le toit de la nécrose sur la deuxième photo, ce qu'on va trouver en dessous, donc c'est un amas de caillots sanguins. Ça fait un petit peu gelée de mûre ou gelée de groseille. Vous êtes contente la prochaine fois que vous allez manger de la gelée de mûre, mais bon. On peut utiliser de l'eau oxygénée diluée qu'il faudra rincer après. On la rince au sérum physiologique. Dans le cas de ces lésions, donc l'hématome disséquant, donc comme on l'a dit, je l'ai dit plus tôt, c'est un hématome qui va s'étendre entre les plans sous-cutanés. Donc en général, on a la lésion, mais on a aussi un décollement qu'on ne voit pas, mais qu'on peut facilement deviner en enfonçant une pince pour voir jusqu'où exactement va la plaie. Donc, en termes de pansement sur ce genre de plaie, si on est très cavitaire, donc on part sur de l'alginate, avec plus ou moins un hydrocellulaire au pouvoir d'absorption, avec des compresses par-dessus pour maintenir le tout et en fonction de la quantité des exsudats, et le tout maintenu par une bande de crêpe. Et comme l'équilibre des traitements anticoagulants est important, il faut voir avec les médecins s'il n'y a pas un surdosage pour ce patient-là. Cette plaie, c'est une vraie difficulté, l'hématome, parce que le soignant a toujours peur d'activer un saignement. Et donc, il se dit qu'en laissant les choses comme ça, on a une compression et on n'active pas le saignement. Ce qui est faux, là, le saignement, sur les deux photos, les saignements s'étaient taris. Et le risque, c'est malheureusement d'avoir une prise en charge chirurgicale et un lambeau. La dame, au niveau de la main, je me souviens très bien d'elle, il a fallu faire de la chirurgie
de reconstruction parce que la lésion cutanée était malheureusement très, très profonde. Alors que la personne en haut, le toit de l'hématome a été retiré et les choses ont été plus superficielles. Donc, ça, c'est vraiment une plaie qui pose problème. Autre pathologie qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est l'ulcère veineux. Donc, c'est l'atteinte cutanée qui résulte d'une insuffisance veineuse. En prévention, eh bien, il n'y a pas de secret, hein, c'est la compression sur prescription médicale. Donc, quand on est sur le versant préventif, on est sur de la compression de classe 2. En revanche, quand on est dans le curatif, donc côté traitement, on passe sur de la compression classe 3 ou alors aujourd'hui sur les bandages multitypes tels que Urgo-K2 ou les kits Biflex. C'est vraiment très important de venir faire une détertion mécanique de la fibrine et des squames périlésionnels s'il y en a. Et on adapte le pansement en fonction de la phase de cicatrisation. Donc la phase de cicatrisation, ça veut dire est-ce qu'on a de la fibrine, est-ce que c'est bourgeonnant, et on adapte aussi le pansement pour pouvoir gérer le flux des exsudats, si c'est peu ou très exsudatif. Donc, on revient toujours à la même chose. Hein. On a dit que c'était le traitement de la cause. Donc, dans l'ulcère veineux, la cause étant l'insuffisance veineuse, on comprime notre jambe pour l'insuffisance veineuse. Dans l'ulcère artériel, la cause de la lésion, c'est une insuffisance artérielle, une AOMI. Donc, en prévention, eh bien, c'est le dépistage précoce de la pathologie. Alors, ça va être nous, notre œil de soignant, la claudication intermittente à la marche, les douleurs de décubitus, ça peut être la dépilation ou le membre froid et décoloré. Donc ça, ce sont des petits signes qui peuvent nous aider déjà à nous interpeller sur une possible AOMI. Quand malheureusement l'ulcère artériel est là, le traitement n'est qu'un traitement chirurgical. Le plus beau pansement du monde ne pourra pas faire repousser les artères. Donc, ni dilater les artères. Donc, c'est le chirurgien qui s'y colle et donc c'est obligatoirement une revascularisation endovasculaire. Maintenant, c'est de plus en plus simple, des pontages un tout petit peu. Enfin, il y en a encore, mais sur l'ulcère, en général, c'est quand même de la revascularisation endovasculaire. Si la chirurgie est réalisée et efficace en termes de soignants, on pourra faire une détertion de la fibrine et de la nécrose et on pourra appliquer des pansements alginates, plus ou moins des hydrocellulaires à haut pouvoir d'absorption, accompagnés de compresses et de bandes de crêpe. Si la chirurgie ne peut pas avoir lieu ou si elle est inefficace, alors il y a deux raisons pour lesquelles elle peut ne pas avoir lieu. Le patient la refuse, ou le patient n'a pas la possibilité d'être anesthésié, ou alors malheureusement la proposition chirurgicale n'existe pas parce que les lésions sont trop étagées. Dans ces cas-là, on est dans un objectif thérapeutique palliatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas obligatoirement être dans une idée de cicatrisation. Ça ne nous empêchera pas de faire des détertions de propreté pour une maîtrise des odeurs, parce qu'il faut savoir que la nécrose est responsable des odeurs. Alors, la nécrose, elle est responsable des odeurs parce que les germes adorent ça et qui vont se multiplier et que c'est eux, c'est les germes anaérobies qui sont responsables des odeurs. Donc, quand vous faites une détertion de propreté, vous agissez aussi sur la maîtrise de l'odeur. On va faire des pansements alginates ou on peut utiliser de la flamazine. Alors, on est hors AMM, mais ça reste quand même dans les possibilités en dermato ou nous, en tant qu'équipe mobile, ça fait partie de produits qu'on utilise. On peut y associer des hydrocellulaires à haut pouvoir d'absorption, des compresses et des bandes de crêpe. L'objectif, là, si on n'a pas de chirurgie possible ou si elle est inefficace, ça va être de faire des réflexions de pansements qui vont être espacés pour que le patient soit beaucoup moins douloureux. Et nous passons à la dernière pathologie. Alors, c'est l'escar. Donc, l'escar, c'est une lésion cutanée d'origine ischémique qui est liée à la compression des tissus mous entre un plan dur et une saillie osseuse chez un patient qui va avoir des facteurs de risque. Alors, on vous a juste remis le petit schéma des différents stades. Le stade 1 étant l'érythème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de brèche cutanée, mais on a une rougeur qui ne blanchit pas à la pression. Le stade 2, la phlyctène ou la désépidermisation. Donc, le 3, c'est l'atteinte du derme profond et de l'hypoderme.
Et le 4, c'est l'atteinte des tissus avec une exposition osseuse ou tendineuse. Donc, le stade d'escar n'est pas une phase de cicatrisation. C'est la profondeur qui va déterminer exactement le stade de l'escar. La prévention du stade de l'escar commence par une évaluation du risque escar. Alors, le but avec les échelles de risque escar, c'est d'identifier les patients qui sont à risque et de mettre en place un protocole de prévention. Donc, il en existe plusieurs, hein, Braden, Waterloo, Gonesse, qui sont à pratiquer pour voir celle qui correspond le plus à votre typologie de patient. Ce serait intéressant de savoir, alors du coup là c'est nous qui sommes intéressés, de savoir si vous faites des échelles d'évaluation du risque escar. Donc après on fera un sondage. Et du coup, on veut savoir lesquels. Et si oui, laquelle? Donc l'échelle d'évaluation du risque escar, pour mettre en place, pour cibler le patient à risque et mettre en place un protocole, il faut savoir que les facteurs de risque, on en a 2 types, puisque dans la définition, j'ai dit que c'était pour des patients qui ont un risque escar. On a celui qu'on vous a mis en gras, qui est la dénutrition. Celui-là, c'est vraiment les études ont bien montré que c'était le facteur prédictif. L'âge en fait, est aussi un facteur de risque escar. La perte de mobilité due à une pathologie, l'immobilisation, la diminution des activités, l'incontinence font partie des facteurs de risque. Donc ça, ce sont ceux qui sont propres aux patients. Et puis, on a les facteurs extrinsèques sur lesquels on a moins d'impact, malheureusement. Donc, la pression, la friction, le cisaillement et la macération, qui sont aussi des facteurs de risque escar. On a eu des réponses par rapport à votre question. On a eu une dizaine de réponses et c'est plutôt le protocole Braden qui ressort. Très bien. Très, très bien. Voilà. Alors, la question, elle était très, très intéressée. Hein, notre question, c'est que malheureusement, existe encore dans beaucoup d'endroits l'échelle d'évaluation du risque Norton, qui est une très ancienne échelle d'évaluation et qui ne prend pas en compte la dénutrition, alors que Braden la prend, donc c'est parfait. Vous êtes parfait. Alors, prévention d'escar, eh bien, c'est la surveillance des points d'appui, l'hydratation cutanée. Et le point essentiel, c'est l'effleurage. Donc, l'effleurage, elle est à réaliser avec une huile de soin, avec la main et les doigts à plat. Alors, moi, j'aime bien dire que c'est de la calinothérapie. On y va très en douceur. On ne fait pas de pétrissage, on n'étire pas la peau. Je pense souvent aux dames, alors je ne sais pas pourquoi je pense souvent que c'est des fesses de dames, mais bon, aux fesses de dames un petit peu flasques, ou si vous avez un mouvement très appuyé, prononcé, vous allez faire des décollements des tissus et ça, c'est délétère. Donc, on est vraiment dans de la calinothérapie. L'effleurage est le point essentiel dans la prévention, la mobilisation du patient et le troisième point, à mettre en place. Donc, des décubitus dorsaux, c'est mieux, semi-folleur, donc c'est-à-dire la tête à 30 degrés, les pieds 30 degrés aussi, ce qu'on appelle aussi transat, les décubitus semi-latéral droit et gauche et la position assise. La correction de la dénutrition si elle est présente. Si on a une escar de stade 1, on n'est plus en période de prévention, on est déjà dans un traitement. Donc, l'effleurage sur un stade 1 n'a aucun intérêt. Alors, vous n'êtes pas délétère, hein, vous n'allez pas aggraver la situation, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Le traitement de l'escar, c'est la correction de la dénutrition, le lever des points d'appui en regard de la zone d'escar et le pansement qui va être adapté en fonction de la phase de cicatrisation. Et donc, on va conclure. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Donc, la prévention est toujours moins délétère que le traitement de la plaie. En termes déjà de confort pour le patient, il vaut mieux lui faire de l'hydratation de la peau plutôt que des réflexions de pansement. En termes de coût également et en termes de complications pour le patient. Donc, hydrater la peau des patients, c'est super important. Pardon. Chez le sujet âgé, la prise en charge des plaies est rendue difficile par la polypathologie du patient et puis la possibilité de mettre en place ou non des éléments indispensables comme la correction de la dénutrition ou les mobilisations. C'est vrai que si le patient ne participe pas ou n'est pas en mesure de participer,
l'espoir de cicatrisation se complique. Par exemple, dans le cadre, et c'est surtout dans le cadre de l'escar, on imagine, on se dit que notre pansement va révolutionner les choses. Sauf que non. Si vous ne corrigez pas la dénutrition, si vous n'êtes pas en possibilité de changer de position, le plus beau pansement du monde ne va pas réussir à solutionner les choses. On a déjà eu des situations où des médecins ont absolument voulu qu'on mette des pansements de très haute gamme sur des patients qui ne mangeaient pas et qu'on ne pouvait pas bouger. Ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour ça qu'on, dans le listing de ce qu'on a mis en termes de traitement de l'escar, par exemple, le pansement arrive bien en dernier lieu. C'est dénutrition et ensuite mobilisation, puis le pansement. Donc, si on ne peut pas mettre les éléments en place, la cicatrisation est à réfléchir. Enfin, l'objectif de CICAT est sans doute à se remodifier. Merci pour votre attention. Et en termes de, on a mis un petit lien utile qui peut être utile sur c'est pas notre pub à nous, mais on fait de la pub pour omedit-centre.fr. Vous pouvez retrouver des infos sur les pansements, les actualités aussi. Sur omedit-centre.fr, l'équipe mobile a réalisé 2 e-learning, un premier sur la détertion et un second sur la compression. E-learning Tourangeau. C'est notre pub en passant. Très bien. Voilà, en espérant avoir répondu aux questions, aux questionnements qu'on nous avait posés. Alors, il y a encore des questions. Il y en avait une par rapport, je crois, à l'hématome. La question, c'était est-ce qu'on retire un hématome au scalpel? Est-ce qu'on le retire sous anesthésie? Et si on évacue un hématome, au bout de combien de jours? Alors, sous anesthésie, pas forcément, parce que comme c'est nécrosé et les caillots de sang, c'est complètement indolore, cette partie. À partir du moment où c'est nécrosé, les tissus sont morts, donc Non, parce que je viens de me voir, je ne le vois pas. Après, on est sur de l'évacuation plutôt récente. Après, on voit bien sur le distinguo des 2 photos, il y en a une qui a été prise qui était beaucoup plus récente. Et plus on attend, plus on a cette nécrose qui durcit sur le toit de l'hématome. Certes, la détertion, elle ne peut pas être trop précoce parce qu'il faut que le saignement soit arrêté, soit tari. Mais plus on attend, plus le caillot va faire compression. Donc, par exemple, la main de la patiente, c'était trop tardif. La jambe c'est un monsieur, je crois, c'est toi? Oui. La jambe du monsieur, elle, on a vraiment été dans une prise en charge très rapide où le toit de peau ne s'est pas nécrosé et donc on n'a pas eu une compression en profondeur. Certes, il a eu une plaie qui était plutôt grande, mais en tout cas pas profonde. Donc, c'était le côté intéressant. Donc, voilà, pas tout de suite, mais pas non plus attendre que l'hématome, que le toit se nécrose complètement. Ok, merci. On a d'autres questions. Alors, je vois qu'il y a des liens qui ont été partagés. On a une question, on va essayer de la reprendre dans l'ordre. Donc, il y avait celle-ci. Et il y avait une question de bois soleil, me semble-t-il. Ah, tu l'as posée. Ouais. Ça, c'est intéressant. Important de rappeler. C'était sur le scalp. Qui dure 3-4 heures. Il y avait une note de bois soleil pour enchaîner. Et sur les ulcères artériels, mais sur l'hématome, on peut poursuivre les questions. Les douleurs, je vois là dans les questions. Ouais. Pardon. Non, parce qu'on va reprendre les questions qui ont été posées un petit peu avant et après, dans le chat, on va les prendre une par une si vous voulez. Et n'hésitez pas, on vous mettra les micros s'il faut. Mais il y avait une autre question sur. Alors, on a répondu à celle-ci. Là, le retrait du scalp sous anesthésie. Il y avait celle-ci pour évacuer l'hématome au bout de quelques jours. Oui, ça va dépendre de la superficie et il ne faudrait pas attendre que le toit de peau se nécrose. Voilà, il faut du coup être un peu plus rapide. Alors, la question au scalpel, oui. Sous anesthésie, on a dit non. Sur les hématomes, c'est intéressant de faire un espèce de petit drainage autour de la plaie, ce qui va permettre d'éliminer les petits caillots qui pourraient être résiduels.
sel oxygéné, du coup dilué, ça fonctionne Ouais. bien. On instille avec un capillon monté sur une seringue dans les zones d'écollement et on instille, ça fonctionne plutôt bien. Il y a l'IDEC Bois-Soleil qui poursuivait, mais sur les ulcères artériels Oui. aussi, et qui, je reprends la question pour qu'on l'entende aussi à l'audio, c'est donc la possibilité de ne jamais aboutir à une guérison si pas de chirurgie sur les ulcères artériels, point d'interrogation. Oui. 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 C'est vraiment le traitement étiologique. Effectivement, s'il n'y a pas d'arrivée, s'il n'y a pas une vascularisation nécessaire, ça fait partie des prérequis pour une bonne cicatrisation. Si elle est vraiment trop altérée, la cicatrisation ne se fera pas du tout. Et ça, c'est un travail important à faire auprès du patient pour lui expliquer que ce n'est pas le pansement qui cicatrise. Et on a souvent tendance à dire que c'est le pansement qui cicatrise, mais non, c'est le patient qui cicatrise. Et si la cause ne peut pas être gérée, et là, si l'ulcère artériel, on n'a pas du tout de chirurgie possible, malheureusement, ça peut ne pas cicatriser. Et ça peut s'aggraver. Et enfin, dans la suite de sa question précédente, je pense que c'est la même chose. J'ai mis le micro pour l'IDEC de Bois-Soleil, si elle veut préciser sa question. C'est l'intérêt du matelas à air, mais c'est toujours dans la même pour les ulcères, c'est ça? Oui, bonjour. C'était surtout pour les escarres, parce que nous, on a tendance à mettre des matelas à air en prévention. Et du coup, savoir vraiment, parce que vous ne l'évoquez pas dans le diapo, l'intérêt du matelas à air, ce que vous en pensez. Pardon, je te coupe, mais le matelas à air, en fait, comme ce sont des cellules qui gonflent et qui dégonflent, on va dire que ça fait le job de prévention 50% du temps quand la cellule est dégonflée. Mais du coup, les 50% du temps restant, la cellule est gonflée, donc on a un point d'appui avec le patient. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt des installations, alors suivant où se trouve l'escarre, mais plutôt des installations en décubitus semi-latéral. Okay. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le matelas à air a très vite fait oublier les changements de position. Quand les matelas à air sont arrivés, ça y était, c'était la panacée, on n'allait plus avoir d'escarres parce que c'était le produit merveilleux. Donc, oui, ils ont leur place. En prévention, peut-être, mais certaines fois, ça réduit la mobilité spontanée des patients. Donc, ça se réfléchit. Un matelas viscoélastique peut permettre aux patients de se mobiliser plus facilement quand ils se mobilisent encore. Donc, ça se réfléchit. On en a énormément sur le CHU des matelas à air, mais il faut rester vigilant et associer, bien sûr, les changements de position. On a plusieurs questions, et je vais te laisser la parole, de Marion, Anso et Christelle. On va les reprendre dans l'ordre. Oui, alors celle-ci, c'était pour traiter l'escarre, ne faut-il pas aussi traiter la cause générale qui s'ajoute aux facteurs de risque? Peut-être que vous voulez préciser votre question. Oui, on a ouvert le micro pour vous. Oui. Bon, j'en profite pour remercier Adeline Boudet de l'Omédit pour nous partager les liens dans le chat. Donc, je vous invite à copier, coller ces liens et les enregistrer. Comme ça, vous les aurez à l'issue de la réunion, mais ils seront repartagés de toute façon, vous les aurez. Alors, je ne sais pas bien ce que vous entendez par les facteurs généraux. Ceux qui sont les plus importants en termes de prévention d'escarres ou de traitement d'escarres, c'est de toute façon la dénutrition et la mobilisation. Et ça reste ceux sur lesquels on doit axer obligatoirement. Avec après la problématique de la personne âgée, de la dénutrition, de la réponse éthique à la sonde nasogastrique et les alimentations parentérales ou entérales, on va jusqu'où, enfin voilà, toute cette démarche éthique qu'on peut retrouver par rapport à l'alimentation. Très bien. Les odeurs. Voilà. Donc, il y a Marono Christine qui demande comment on peut gérer, comment combattre les odeurs. Alors, combattre les odeurs, vaste sujet. En termes de pansements, ce qu'il existe, ce sont les pansements au charbon. On a c'est Actisorb qui est remboursé par la Sécurité sociale, c'est le seul. Alors après, en ce moment, obtenir des pansements en charbon, c'est compliqué en termes d'approvisionnement. Je ne sais pas au charbon. Voilà. Donc le charbon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Bien mettre à distance dans les pansements. Ça veut dire que si on est sur un pansement multicouche, alors je ne sais pas, par exemple un alginate, un super absorbeur derrière, vraiment pour que le charbon soit efficace, il faut le mettre au plus loin de la plaie. À partir du moment où le charbon est mouillé, il ne sert plus à rien.
On peut en mettre plusieurs, suivant la marque et l'épaisseur, on peut les plier et on peut les superposer. Je sais qu'il y a l'Institut Curie à Paris qui a créé un pansement à base de cannelle. Il n'est pas encore pris en charge, mais ils sont en train de faire les démarches, donc on croise les doigts. Après, ce qu'on fait, c'est… alors, le mieux pour combattre les odeurs, c'est soit le patient est en mesure de prendre du Flagyl Péros, ça fonctionne bien, parce que les odeurs, elles viennent vraiment du fond de la plaie, de l'intérieur, ce sont des germes anaérobiques, ou alors du Flagyl IV si possible. Après, ce qu'on fait, nous, dans notre pratique, notamment en oncologie, ça nous arrive de faire des irrigations de plaies au Flagyl. Du Flagyl IV, on monte avec une tubulure, on vient arroser la plaie avec le Flagyl. C'est de toute façon moins efficace que le charbon, que le Flagyl ingéré ou en intraveineux pour le patient. Après, on peut associer Flagyl et charbon, mais il faut savoir que ce qui est pourvoyeur d'odeur aussi, c'est l'humidité. Donc, ça veut dire que si votre plaie est trop humide, les germes vont se développer et donc vous allez augmenter votre risque d'odeur. Donc, si vous êtes aussi dans une dynamique d'assécher votre plaie, vous allez aussi participer à la maîtrise de cette odeur. Je reviens juste, alors je ne sais pas quel est l'alginate qui est le plus utilisé chez vous. Chez nous, c'est Algostéryl. Il y a actuellement une modification de la présentation du laboratoire qui demande à ce que l'algostéryl soit humidifié. Alors nous, on demande à ce que les soignants réfléchissent, c'est-à-dire que si la plaie est déjà humide, il n'y a aucun intérêt à humidifier l'algostéryl. L'algostéryl a un intérêt à être humidifié que quand on veut avoir une hémostase rapide. C'est tout. Dans le reste du temps, sur une plaie qui ne saigne pas, moi, je refuse de l'humidifier. Ça va rapporter trop d'humidité et donner libre cours aux germes pour proliférer. Donc, il faut déjà partir sur un assèchement de la plaie et associer Flagyl si besoin pour que Flagyl, charbon, pour qu'on puisse être dans la maîtrise. Et puis, pas hésiter à faire de la détertion de propreté. Quand on a des odeurs, en général, c'est qu'on a des tissus qui sont fibrino-nécrotiques, un peu marron, verdâtre. Ceux-là, il ne faut pas hésiter à aller les enlever. Laver de manière abondante. Les enlever pour essayer de gérer les odeurs. Alors, il me reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut répondre en un seul mot à cette question? Et c'est la dernière. Quelle anesthésie locale peut-on utiliser? Est-ce opportun? 2 mots. Alors, 2 mots. Oui, c'est opportun. Ouais, c'est même indispensable. Le deuxième mot, xylospray. Xylospray. Très bien. Alors, on va devoir arrêter. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous pourrez les relayer et vous aurez évidemment cette présentation. Je vais me mettre là pour que vous puissiez me voir. Vous ne voyez pas. Mais, ici, ce n'est pas très grave. Vous aurez donc un compte rendu, le replay sera disponible effectivement et vous aurez la présentation envoyée par mail de nos 2 oratrices. Merci à vous pour cette belle présentation. J'en profite juste pour vous donner 2 autres infos sur notre région. La première, donc vous allez avoir une petite slide dans 2 secondes. Ouais. La première, c'est, donc on parlait de l'Omedit tout à l'heure, donc on va continuer à en parler, un webinaire proposé par l'Omedit à destination des EHPAD sur l'évaluation HAS et le circuit des médicaments. Donc c'est un premier webinaire, le premier d'une longue série, le premier portera sur les prescriptions et il aura lieu le 18 mars 2024 de 14h30 à 15h30. C'est gratuit, mais c'est obligatoire de s'inscrire. Donc, je vous invite, le lien, vous allez l'avoir dans le chat dès à présent pour vous inscrire. Voilà. Normalement, le lien arrive dans le chat. Ça, c'est la première info. Et la deuxième info, c'est notre congrès qu'on organise. C'est la 5e année cette année, les 10 et 11 avril au Palais des Congrès à Tours. C'est un congrès pluridisciplinaire avec cette année encore des thèmes chouettes évoqués. Le programme est disponible sur congrès-jvma.fr. Ça rentre dans la formation continue. N'hésitez pas à vous inscrire parce que voilà, c'est à chaque fois il y a entre 400 et 500 personnes. Donc ça permet de rencontrer des partenaires. C'est plutôt sympa. Nous serons présents le 11 avril. Et ben voilà. Raison de plus. Merci d'être présent. Le prochain téléstaff, c'est le 19 mars et on parlera de la maltraitance chez nos seniors. Voilà. Merci pour votre présence.
À bientôt.